Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir que de vous accueillir pour la suite de notre parcours Cosmologie à ciel ouvert. À vous qui êtes ici, à vous qui, à travers votre écran peut-être, nous regardez et nous écoutez. 13 ou 14 milliards d'années environ après le Big Bang, Trinh Xuan Thuan est né au Vietnam. Je ne donnerai pas l'année plus précise. Son enfance, toute sa jeunesse, ont été marquées d'abord par la guerre d'Indochine et puis, aussitôt après la guerre d'Indochine, par la guerre du Vietnam. En 1966, Trinh Xuan Thuan, pour la première fois, vous nous le racontiez avec émotion, s'est trouvé dans un pays qui ne connaissait pas la guerre, et ce pays, c'était la Suisse. Vous avez étudié quelque temps à l'école polytechnique de l'université de Lausanne, qui ne portait pas encore le titre de fédéral à l'époque, et ça a été la première fois que vous avez découvert la vie dans un pays qui ne connaissait pas la guerre. Nous sommes heureux que ça ait été la Suisse et que la Suisse vous ait, même provisoirement, il y a maintenant plus de 50 ans, accueilli. Ensuite, c'est au California Institute of Technology que vous avez étudié, et c'est là que le grand télescope du mont Palomar vous a donné, Thuan, l'occasion d'observer le ciel, le plus grand télescope d'alors, la lentille à 5 mètres de diamètre. C'est par la suite à Princeton que vous avez fait une thèse en astrophysique et vous avez, pendant de très nombreuses et très heureuses années, été professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie. Vous êtes parmi les grands astrophysiciens de la planète, probablement, Thuan, l'un des tout meilleurs pédagogues, puisque vous avez à cœur depuis longtemps de faire comprendre au grand public des gens ignares tels que nous le sommes aujourd'hui quelques-uns des secrets de l'univers. En 1988, vous avez publié Les Mélodies secrètes, le premier livre qui vous a fait largement connaître au public francophone. Est venu ensuite en 2011 Cosmos et Lotus, suivi en 2016 de La plénitude du vide. Et tout récemment, c'est le dernier livre de vous qui est sorti, c'était en 2021, Monde d'ailleurs, qui répond à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Avant de vous donner la parole, Thuan, j'aimerais encore dire ici brièvement 2 choses. La première, c'est que votre présence parmi nous, grâce à la générosité de la Fondation Yves et Inès Oltramar, est pour nous un grand honneur. Et la seconde chose, c'est, Thuan, que votre amitié, celle que vous avez pour l'Université de Genève et pour Genève en général, est plus importante encore pour nous. Plus qu'en honneur, c'est pour nous, je crois, un bonheur. Nous avons le plaisir maintenant de vous donner la parole et Thuan va avoir à disposition 45 minutes environ pour tout nous raconter sur ce qui s'est passé pendant le premier milliardième de seconde de l'univers. À vous la parole. Merci Michel de cette très très gentille introduction et d'avoir vraiment pioché dans mon parcours biographique et de relever les points importants. Donc je suis très très ému d'être ici aussi et l'amitié que Michel décrivait bien sûr est réciproque. J'aime beaucoup Genève, surtout grâce à la Fondation Yves Oltramar qui m'a fait venir ici, même avant ce programme de ciel ouvert. Et puis, bien sûr, comme vous dites, c'est le premier pays qui m'a accueilli après avoir quitté mon Vietnam natal. Voilà, donc, je suis de tout cœur ici, à l'Université de Genève aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler
du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Là, comment, pas à pas, les astrophysiciens sont venus à l'idée du Big Bang. Et étant un observateur, je vais me concentrer surtout sur l'observation astronomique. Je pense que soit la semaine prochaine ou soit déjà, vous avez eu André Meder qui vous parle de la relativité générale et donc les modèles théoriques pour décrire l'évolution de l'univers. Moi, je me concentrerai surtout sur les observations. Donc, je prends l'histoire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, on savait que la taille de notre Voie lactée avait environ 100 000 années-lumière. Et on savait aussi que, grâce à Harlow Shapley, qui a mesuré donc, les distances du système d'amas globulaires, les amas globulaires sont des amas d'étoiles qui sont sphériques comme ça, donc on les appelle globulaires, qui contient environ 100 000 étoiles liées ensemble par la gravité. Alors, il s'est aperçu, en mesurant les distances de ces amas globulaires, que le centre de la distribution des amas globulaires n'est pas centré sur le Soleil. Parce que vous savez, le fait que l'homme se croit au centre de l'univers est très, très tenace. Bien que Copernic a déjà délogé la Terre de sa place centrale du système solaire, on pensait que le Soleil doit être au centre de la Voie lactée. Patatras, Harlow Shapley montre en fait que notre Soleil n'est qu'une simple étoile de banlieue à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, qui est donc le centre du système globulaire aussi. Donc, encore un coup asséné à l'ego humain. Alors, donc ça, c'était la situation à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, les grands télescopes commençaient à être construits. Ici, vous voyez le télescope 2,5 m du mont Wilson, qui est donc sur une montagne dans la banlieue de Los Angeles, et que je connais bien parce qu'elle appartient au Caltech aussi. Et ces grands télescopes commençaient à voir, vous voyez, ce qu'on appelle des nébuleuses, c'est-à-dire des images qui ne sont pas stellaires comme une étoile, qui est un point, mais un peu flou. Et on ne savait pas est-ce que ces nébuleuses étaient d'autres galaxies, d'autres voies lactées en quelque sorte, ou dans le mot d'Emmanuel Kant, attendez, est-ce que j'ai un pointeur ici? Je ne sais pas si je peux avoir une flèche. Ah, voilà. Voilà, Emmanuel Kant, qui est connu surtout pour ses travaux philosophiques, mais il était aussi un grand scientifique, il les appelait des univers-îles. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres voies lactées disséminées dans l'espace, d'autres univers-îles, où tout était contenu dans la Voie lactée et que l'univers se réduisait à la Voie lactée? Vous voyez, de nouveau, l'ego humain, tout doit être autour de nous. Mais... Et donc, le débat rageait entre les gens qui pensaient qu'il y avait d'autres systèmes, comme Kant, et d'autres qui pensaient que la Voie lactée était tout l'univers, comme Harlow Shapley, en fait. Shapley, bien qu'il ait délogé le Soleil de sa place centrale, maintenant se retrouve de l'autre côté, pensant que nous sommes tout l'univers, la Voie lactée. Et comment résoudre ce problème? Alors, par l'observation. Et il faut donc des astronomes, enfin c'est beau d'avoir des télescopes, mais il faut des hommes pour les opérer et trouver la réponse à des questions qu'on se pose. Et un de ces brillants astronomes est Edwin Hubble, vous savez, celui dont le télescope spatial est nommé après, et on le voit ici observer avec le télescope de 2,5 m, et il avait délaissé une carrière en avocat pour l'étude. Il est revenu au graduate school, c'est-à-dire à l'université, pour faire une thèse en astronomie à l'Université de Chicago. Et puis,
juste à ce moment-là, le télescope de 2,5 m était terminé, donc il avait beaucoup de temps d'observation sur ce télescope pour essayer de résoudre, pour voir si l'univers contenait d'autres voies lactées, d'autres univers-îles. Et le problème qu'il se proposait de résoudre est de mesurer la distance de cette nébuleuse, la nébuleuse la plus proche de nous, qui s'appelle Andromède. Et dans le catalogue de Messier, c'est Messier 31. Et alors, comment mesurer les distances des choses? Parce que vous savez, tout est projeté sur la voûte céleste à 2 dimensions. Or, le monde est à 3 dimensions. Donc, il manque la 3e dimension. On ne sait pas la profondeur cosmique. Et une des grandes tâches de l'astronome, c'est de mesurer cette profondeur cosmique, de rendre à l'univers ces 3 dimensions en quelque sorte. Parce que la question se pose, donc, si une galaxie est faible, est-ce qu'elle est faible intrinsèquement ou est-ce qu'elle est faible parce qu'elle est très éloignée? Donc, la distance est très, très, très importante pour mesurer les propriétés des galaxies. Alors, pour mesurer la distance d'Andromède, Hubble, d'abord, sa tâche fut de découvrir des étoiles variables, c'est-à-dire qui varient en luminosité dans cette galaxie. Alors pourquoi des étoiles variables? Parce qu'il se sert de la découverte de Henrietta Leavitt, qui était une femme astronome à l'université de Harvard. Et à ce moment-là, bien sûr, malheureusement, l'astronomie était très discriminatoire contre les femmes et donc il n'y avait pas de professeur, pas de chercheur. Ils se donnaient, les femmes étaient assignées des tâches méniales, bien qu'elles ont découvert beaucoup de choses en étudiant les propriétés des étoiles variables. Ici, Henrietta Leavitt s'aperçut qu'en étudiant les étoiles variables qu'on appelle céphéides, parce que le nom vient de la constellation Cepheus, dans laquelle ces étoiles variables se trouvent dans la Voie lactée, mais dans le Grand Nuage de Magellan. Le Grand Nuage de Magellan, c'est une galaxie naine qui est en orbite autour de notre Voie lactée. C'est pas très loin. Je vous ai dit que la taille de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Le Grand Nuage de Magellan, c'est 170 000 années-lumière. Donc, c'est tout juste à nos portes, en fait. Mais vous pouvez le voir seulement que si vous allez dans l'hémisphère sud. C'est merveilleux de voir ces nuages-là, ces 2 choses diffuses qui rendent le ciel austral. Et que Magellan, vous savez, c'est le navigateur qui a premier franchi l'équateur. C'est pourquoi il les a vus les premiers, c'est pourquoi les nuages sont nommés après lui. Donc, dans ce grand nuage de Magellan, Henrietta Leavitt s'aperçut que... attendez. Non, il faut que je... s'aperçut qu'il y avait une relation entre la période de variabilité de l'étoile variable avec sa luminosité absolue. Donc, vous voyez, plus l'étoile est brillante, donc par ici, vous voyez, c'est 30 000 fois la luminosité du Soleil, comme ici, vous voyez, elle met longtemps pour varier, c'est-à-dire, ça c'est presque 3 mois. Donc, on doit observer ces étoiles nuit après nuit pour voir comment elles varient en luminosité. Et une fois qu'elles varient en luminosité, on se sert de cette relation pour déterminer la luminosité absolue. Et on peut mesurer la luminosité apparente. C'est-à-dire, vous voyez, il faut bien comprendre quelle est la différence entre la luminosité intrinsèque d'une étoile et une luminosité apparente. Les 2 sont reliés par la distance, en fait, au carré. C'est-à-dire, la luminosité intrinsèque, c'est vraiment sa brillance intrinsèque.
C'est comme si vous tenez une bougie et que vous voyez très brillante ici. Mais vous savez bien que si vous éloignez cette bougie, sa luminosité, sa brillance diminue, n'est-ce pas? Ou comme les phares d'une voiture, elle vous aveugle si elle s'approche de vous, mais quand la voiture s'éloigne, les phares, la luminosité des phares diminue de plus en plus. Et en calibrant donc la luminosité apparente et la luminosité intrinsèque, si vous avez les deux, vous déduisez la distance. Parce que les deux sont donc la luminosité apparente et la luminosité intrinsèque divisée par 4pi la distance au carré. Enfin, ça c'est juste la surface de la sphère. Donc vous voyez, Hubble donc mesure la période, donc il déduit la luminosité intrinsèque. Il mesure aussi la luminosité apparente, parce que ça c'est juste ce qu'on mesure, ce qu'on voit au télescope. Et donc les deux sont mesurés sont reliés par la distance au carré. Et donc, c'est comme ça qu'on mesure les distances. Vous voyez, les CFIT, les variables CFIT sont très, très importants en astronomie pour rétablir la troisième dimension spatiale de l'univers. Et donc, Hubble mesure, donc en 1923, il mesure la distance d'Andromède avec la méthode de CFIT. Et il obtient en fait la mesure la distance de 2,3 millions d'années-lumière que je vous donne ici. En fait, c'est la valeur actuelle qui est correcte. En fait, Hubble s'est trompé aussi sur la calibration des Cepheid d'un facteur de 2. Il obtient une distance à ce moment-là de 1 million d'années-lumière. Mais 1 million, c'est déjà 10 fois plus grand que 100 000 années-lumière. Donc, il démontre ce système diffus, vous voyez. Andromède, par exemple, est bien au-delà de notre Voie lactée. Donc, il existe ces objets diffus, il existe des milliards de galaxies dans l'univers observable. Et on sait maintenant que l'univers lumineux, enfin, ce qui émet de la lumière, il y a plus de 100 milliards, je pense que les chiffres varient entre 200 ou 300 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est ce qui est lumineux parce que ça fait des étoiles. Chaque galaxie est composée de 200 milliards d'étoiles, de soleils. Une étoile, c'est un soleil. Donc, vous voyez, l'univers lumineux, c'est, disons, pour arrondir les chiffres, 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards de soleils. Vous voyez, donc, ça c'est maintenant l'univers qu'on connaît et donc, Hubble, en quelque sorte, ouvrit toutes grandes les portes de l'univers extragalactique. Maintenant, on sait qu'il y a partout des systèmes comme les Voies lactées disséminés dans l'espace. Et il suffit de pointer le télescope vers n'importe quel point du ciel et vous verrez des dizaines de milliers de galaxies. C'est extraordinaire. Donc, Hubble, en ayant découvert donc les galaxies, se mit à les classifier. En fait, il n'y a pas beaucoup de variétés, en fait. Il y a deux grandes catégories de galaxies dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle les galaxies spirales, avec des bras spiraux comme ça. Ça, c'est une image prise d'une galaxie spirale M51, vous voyez, qui a des bras spiraux, d'où sa classification comme une galaxie spirale avec un bulbe au milieu. Et donc ça, c'est une vue d'une galaxie qu'on verra si vous avez un vaisseau spatial, vous planez au-dessus du plan galactique. Vous voyez, vous regardez en dessous et c'est ça que vous verrez. D'ailleurs, si vous voyez par la tranche, vous verrez ça. Donc, c'est quelque chose de très, très mince, très fin. Et donc, la plupart des galaxies tournent autour d'un plan galactique. Vous voyez, donc, je vous ai dit, de rayons 50 000 années-lumière, parce que le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Et le Soleil est quelque part par ici. Vous voyez, un peu plus la moitié vers le bord. C'est certainement pas au centre
de la Voie lactée. Ici, c'est une autre Voie lactée, bien sûr, c'est NGC 891, et vous verrez, et ça, cette bande, c'est une bande de poussière qui bloque la lumière des étoiles, et donc c'est pourquoi vous voyez en noir. Donc ici, d'autres galaxies spirales, mais le bulbe est un peu plus aplati, on l'appelle une barre pour B majuscule ici, vous voyez une barre. Et puis le deuxième type de galaxie, c'est des galaxies elliptiques, donc dont la forme est elliptique comme ça, et vous voyez chacun de ces points lumineux est un soleil, parce que cette galaxie contient bien sûr 200-300 milliards de soleils. Et ça, c'est défini par sa forme. Et donc ici, vous voyez, B, c'est le demi-axe mineur, et l'autre, c'est le demi-axe majeur. Et le rapport, ici, c'est 0,8, mais pour une sphère, c'est 1, parce que les deux sont égales. Donc, on peut classifier ces galaxies comme ça, donc des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, et puis tous qui ne sont ni spirales ni elliptiques, on les appelle des galaxies irrégulières, et c'est en fait mon sujet d'étude. Moi, je pense que ces galaxies, en général, ce sont des galaxies naines, donc au lieu de 100 000, au lieu de centaines de milliards d'étoiles, ça, c'est peut-être une dizaine de milliards d'étoiles. Et je pense que ce sont les briques de l'univers, les briques des galaxies. Et que ces galaxies jeunes, en s'agglomérant par la gravité, donnent naissance aux grandes galaxies que je vous ai montrées, les elliptiques ou les spirales. Donc, en fait, mon intérêt, c'est la formation et l'évolution des galaxies, et ça, ce sont les briques de l'univers, donc ils sont très importants à étudier. Ça s'appelle Insuki 18. Bon, donc les galaxies vont par la gravité s'assembler. Elles ne sont pas dispersées au hasard comme ça dans l'espace. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, mais la gravité va les rassembler en amas ou super amas de galaxies. Vous voyez, tout ça, ce sont des ensembles de galaxies. Tout ça, ce sont des galaxies, et les galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Mais ici, vous voyez, il y a ces galaxies semblent avoir plus ou moins la même luminosité apparente, n'est-ce pas? Donc, on sait qu'ils sont à peu près à la même distance, dans le même amas. Mais vous voyez quand même qu'il y a des galaxies qui sont très très petites. Alors, donc ça, ce sont des galaxies qui sont beaucoup plus lointaines probablement. Et donc, il faut de nouveau rétablir la dimension cosmique, enfin, rendre la troisième dimension à l'univers. Et c'est ça que Hubble décida d'entreprendre. Alors, il fallait donc mesurer ces distances, et ça, c'est tout un art que beaucoup d'astronomes passent leur vie professionnelle à essayer de mesurer ces distances très précisément pour rendre la troisième dimension à l'univers. Donc, dans le système solaire, par exemple, vous voyez, à un millième d'année-lumière, on utilise des radars. Donc, on fait réfléchir des ondes radar, donc des ondes radio, sur la surface de Vénus, par exemple. Donc, et la distance de Vénus est obtenue très précisément parce que c'est juste la vitesse de la lumière multipliée par le temps, en fait, le temps aller-retour, parce qu'il faut détecter le signal sur Terre de nouveau. Donc, on prend le temps aller-retour du signal radio, on divise par 2, multiplié par la vitesse de lumière, on obtient une distance extrêmement précise des planètes. C'est comme ça qu'on arpente, en fait, les planètes. Et puis, mais ça, les radars ne peuvent que suffire que pour le système solaire. Pour aller plus loin, il faut utiliser donc les distances des parallaxes. Bon, je vais aller peut-être un peu plus
vite, je n'ai pas le temps d'aller dans tout ça, mais vous savez, quand la Terre se déplace autour du Soleil ici, si vous faites une observation en juillet et 6 mois plus tard une observation en janvier, l'étoile que vous visez n'est pas tout à fait à la même disposition par rapport aux étoiles plus éloignées. Ces étoiles sont les étoiles plus éloignées. Vous voyez, si vous les regardez, ils ont exactement la même position. Mais cette étoile, elle est ici, et puis ici, elle s'est déplacée par ici. Et ça, ce n'est pas dû à mouvement de l'étoile, mais au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et en mesurant la différence d'angle que vous percevez, quand vous observez le même ciel à des temps différents, on peut obtenir la distance, c'est ce qu'on appelle le parallaxe P ici, et la distance est juste 1 sur le parallaxe P, si vous voulez. Donc, le parallaxe est vraiment une façon très, très, très puissante pour mesurer les étoiles, mais les distances des étoiles. Mais ça va jusqu'à environ 1000 années-lumière seulement. Maintenant, Gaïa, il y a un satellite qui a été mis par l'Agence spatiale européenne qui va mesurer des parallaxes jusqu'à 10 fois plus éloignés. Donc, vraiment mesurer, rendre la 3e dimension à la Voie lactée. Et puis, je vous ai déjà parlé des étoiles variables céphéides qui va jusqu'à 100 millions d'années-lumière. Et puis, il y a aussi des supernovas. Les supernovas sont des brillantes explosions d'étoiles massives dans le ciel. Et elles sont très brillantes, donc elles peuvent être vues à très, très large distance. Donc, sont des balises des frontières de l'univers. Vous voyez, c'est vraiment pour mesurer la profondeur de l'univers à ces distances-là. Et je vais vous montrer les supernovas, je pense, voilà. Voyez. C'est comme ça que les astronomes détectent les supernovas. Vous voyez, on compare de nouveau comment le ciel a varié. Ça, c'est avant l'explosion de l'étoile. Vous voyez, ici, c'est l'étoile a explosé, là. Et on voit un point de lumière. Donc, et bizarrement, c'est la mort d'une étoile qui signale donc, l'apparition d'une nouvelle source lumineuse dans le ciel. Donc ici, c'est ça, bien sûr. Donc ici, c'est ça qui apparaît. Donc, on connaît bien la luminosité de ces supernovas parce que ce sont des naines blanches. Et ces naines blanches ont toujours à peu près la même masse, 1,4 masse solaire. Et quand on déverse un peu de gaz, le gaz sur la surface de la naine blanche, elle devient instable et explose carrément. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle des supernovas de type 1A. Et elles peuvent être vues vraiment aux confins de l'univers. Et c'est comme ça, grâce à ces supernovas de type 1, que d'ailleurs l'accélération de l'univers, vous savez, c'est une grande découverte cosmologique de la fin du XXe siècle qui a révolutionné la cosmologie et donc elle est basée sur des balises comme de type de supernova 1. Donc, donc pour chaque galaxie, on peut mesurer sa distance, rétablir la 3e dimension, et puis on peut mesurer d'autres choses, sa vitesse de récession. Alors, vous savez, le ciel paraît immuable, que les choses ne sont pas bougées, hein, mais c'est surtout parce qu'à cause de la brièveté de notre vie, on ne voit pas les mouvements. Mais en fait, tout change, tout bouge, tout est impermanent dans l'univers. Et ça, on le sait par la lumière, par le message de la lumière. La lumière d'une chose qui s'éloigne de vous est décalée vers le rouge, et quelque chose qui s'approche de vous est décalé vers le bleu. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et on voit toujours, quand on regarde les galaxies lointaines, elles s'éloignent systématiquement. C'est toujours des décalements vers le rouge.
On a vu des décalements vers le bleu, mais c'est seulement pour les galaxies les plus proches. Et ça, on peut expliquer pourquoi le bleu, mais en général, l'expansion de l'univers fait que tout s'éloigne de vous. Et voilà. Et donc, c'est ce que Hubble a fait. Il mesure les distances avec ces balises que je vous ai raconté l'histoire un petit peu. Et puis, il mesure les spectres. Les spectres, c'est vraiment la distribution de la lumière, de l'énergie de la lumière en fonction de l'énergie. En fait, ça, vous voyez, c'est la longueur d'onde de la lumière et la longueur d'onde est inversement proportionnelle à l'énergie. Donc, l'énergie, quand l'énergie décroît ici, l'énergie croît ici. Et vous voyez, chaque galaxie quand elle ne bouge pas, elle devrait avoir ce spectre avec ces énergies. Or, tout est shifté, tout est décalé vers le rouge. Vous voyez, cette raie d'émission, par exemple, est ici, au lieu de un peu plus de 460, ça c'est 478, vous voyez. Ça, c'est décalé vers ici. Ça, c'est décalé vers ici. Donc, tout ça, la lumière des galaxies est toujours décalée. Donc, ça veut dire qu'elle est systématique. Toutes les galaxies s'éloignent systématiquement de nous. Et ça donne à réfléchir parce qu'en général, si les mouvements des galaxies sont aléatoires, on devrait avoir la moitié s'approcher de nous, donc décalement vers le bleu, et la moitié aller s'éloigner de nous, donc décalement vers le rouge. Or, tout est systématiquement décalé vers le rouge, donc il y a quelque chose là. Et cette quelque chose, bien sûr, c'est l'expansion de l'univers. Et ça, Hubble découvre, donc il publie ça en 1929. Oui, ça c'est un typo, là, c'est 27, pas 17. 1927-1929. Et vous voyez, je vous ai dit, il mesure les vitesses des galaxies en mesurant le décalement vers le rouge. Oui, j'ai oublié de vous dire ça. Attendez. Parce que plus la vitesse, plus le décalement vers le rouge est grand, plus la vitesse est grande. C'est proportionnel, en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Hein. Ça, il faut que vous acceptiez. Et donc, donc, il suffit de mesurer le décalement vers le rouge. On mesure la vitesse à ce moment-là. Et je vous ai déjà dit comment on mesure la distance. Et ça, c'est la grande découverte. Si vous plotez, on dit plot, si on porte sur un graphe chaque point représentant une galaxie, vitesse versus distance, on voit plus ou moins une voie linéaire. Vous me direz que bon, il y a beaucoup de... C'est pas tellement une ligne droite, mais en fait, Hubble avait l'intuition que c'était une ligne droite. Ça, c'est dû à des erreurs observationnelles. Vous voyez, l'éparpillement des points de données. Et en fait, maintenant, lui n'est arrivé qu'à aller environ 6 millions d'années-lumière, ce qui est vraiment très local. Maintenant, on mesure des distances, je vous ai dit, par des supernovas de type 1, par exemple, qui sont confins de l'univers. Et ça suit toujours cette loi linéaire de Hubble, c'est-à-dire la vitesse est proportionnelle à la distance. Et c'est ça qui fait la base de l'expansion de l'univers. Vous voyez, la lumière de toutes les galaxies lointaines est décalée vers le rouge, elle s'éloigne de la Voie lactée, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous. C'est la loi de Hubble. Le maître, on a ajouté son nom à cette loi il y a quelques années parce que lui il a fait une thèse théorique, en fait, utilisant la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et en utilisant la relativité, il a construit un modèle d'univers en expansion, vous voyez. Quelque chose il connaissait déjà
quelques observations. Il n'y avait pas encore beaucoup d'observations avant que Hubble vint sur scène, mais il connaissait déjà que le résultat, que la plupart des galaxies la lumière s'est décalée vers le rouge, donc elle s'éloigne systématiquement de nous. Et il trouve dans son modèle aussi que la vitesse doit être proportionnelle à la distance. C'est-à-dire si elle est 2 fois plus éloignée, elle s'éloigne 2 fois plus vite. Si elle est 10 fois plus éloignée, elle s'éloigne 10 fois plus vite. Et c'est une loi linéaire. Alors, donc, il y a l'expansion de l'univers et il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait un espace préexistant à laquelle les galaxies s'éloignent, vous voyez. C'est l'espace qui se crée à chaque instant et ça fait l'impression que les galaxies bougent. Représentez-vous en 2 dimensions, donc un ballon qui gonfle ou un gâteau qui cuit dans votre four et qui gonfle. Les raisins, en fait, semblent s'éloigner les unes des autres. Mais ce n'est pas des raisins qui bougent, mais c'est en fait votre gâteau qui gonfle, en fait. Et c'est la même chose pour l'expansion de l'univers. Vous voyez, c'est l'espace qui se crée. Il n'y avait rien au début. Donc, et l'espace se crée avec le Big Bang et de plus en plus, au moment même où je parle, il y a de plus en plus d'espace entre chaque galaxie. Donc, les galaxies se fuient les uns les autres. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous devez vous demander d'où vient l'âge de l'univers de l'ordre de 13,8 ou 14 milliards d'années que Michel Grandjean a cité tout à l'heure. D'où vient ce chiffre? C'est pas d'un chapeau de prestidigitateur, mais en fait, c'est juste le rapport, vous voyez, entre la distance et la vitesse. Ce rapport est toujours le même pour chaque galaxie puisque la vitesse est proportionnelle à la distance. Oui, ça marche seulement si cette loi est linéaire. Si, par exemple, V égale à H, D au carré, par exemple, ça ne marchera pas. Donc, c'est seulement cette loi linéaire et c'est ce que l'univers semble montrer. Vous voyez que... et donc, quand vous faites le temps mis pour une galaxie pour aller de son point de départ jusqu'au point où elle est maintenant, vous prenez la distance, vous divisez par sa vitesse si elle est uniforme, n'est-ce pas? Et si on fait ça, on obtient de l'ordre de 14 milliards d'années. Ça, c'est l'âge de l'univers. Si on fait ça pour chaque galaxie, et je vous ai dit, on mesure la distance et la vitesse de Doppler, effet Doppler, la distance par ces balises de l'univers, et on obtient donc l'âge de l'univers. Donc, et le fait que la relation est linéaire, que les 2 quantités vitesse et distance sont proportionnelles, fait que toute galaxie met exactement le même temps pour aller de son point de départ jusqu'au point où elle est maintenant. Donc, si vous tournez le film en arrière, tout se retrouve au même point, au même instant dans l'espace. Oui, et ça, c'est seulement si V égale HD. Ça ne marchera aucunement pour V égale H2, V égale HD au carré, D au cube, ou racine carrée de D. Enfin, vous pouvez imaginer toutes sortes de lois que l'univers suivra, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, on observe ça dans l'univers. Voilà, donc l'âge de l'univers, le 13,8 milliards d'années, vient de ça, en fait. Et donc, vous voyez que c'est très important d'avoir des vitesses. C'est facile d'avoir des vitesses précises, mais les distances sont très, très dures. Je vous ai montré un peu les difficultés tout à l'heure. Mais donc, c'est beaucoup de débats viennent sur la mesure des distances des galaxies. Donc, voilà. Donc, le maître parlait d'un atome primitif. Donc, lui, il concevait donc quelque chose de très dense, très chaud, au début comme un atome primitif. Mais maintenant, on dit que c'est un bit rempli d'énergie. Donc, un bit rempli d'énergie, cette énergie produit le Big Bang. Et puis, je vous raconterai de la suite dans un instant. Donc, ce qui est important,
se remémorer de tout ça, c'est que l'univers a acquis une histoire. Il a un début, un passé, un présent et un futur. Il n'est plus éternel comme le pensait Aristote. Vous voyez, que les Grecs, beaucoup de Grecs pensaient que c'était un univers éternel, sans début ni fin. Ici, il y a une sorte de début, en fait, donc je vais vous raconter un peu l'histoire de l'univers. Mais avant ça, je veux vous poser une question. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi la nuit est noire? Parce que ce n'est pas évident que la nuit doit être noire, en fait. Parce que s'il y a une infinité d'étoiles, vous savez, chaque vision, chaque fois que vous regardez le ciel, votre œil doit rencontrer la surface d'une étoile. Et donc, le ciel devrait être illuminé la nuit comme le jour, parce que vous regarderez toujours la surface d'une étoile. Et en fait, la nuit est noire. Et donc, ça veut dire... Et on ne savait pas, Kepler par exemple, Kepler, celui qui a découvert les lois planétaires, c'était un problème qui le préoccupait beaucoup, pourquoi la nuit est noire. Alors lui, il pensait que l'univers devait être fini. Parce que si c'est fini, bon, qu'il y a une limite aux étoiles, donc il y aura des trous de ciel où il n'y aura pas une étoile dans la visée, et donc le ciel pourra être noir au lieu d'être aussi brillant que le jour. Mais le problème d'un univers fini, il y a des problèmes aussi parce que la gravité de Newton fera tous s'effondrer dans un point central, ce qu'on n'observe pas. Voyez. Donc, avoir un univers fini ne résout pas le problème. Et en fait, la réponse fut trouvée non par un astrophysicien, mais un poète, enfin Edgar Allan Poe, vous savez, c'est le père du roman policier. Et lui, il dit que ce n'est pas l'univers qui est infini, mais c'est l'âge fini de l'univers. C'est-à-dire, si l'âge de l'univers est fini, il y aura des étoiles qui sont si distantes, des galaxies qui sont si distantes que leur lumière n'aurait pas eu le temps de nous parvenir. Donc, vous voyez, et donc si nous regardons dans cette direction, nous verrons un ciel noir, parce que la lumière n'a pas eu le temps de parvenir. Donc, le rayon de l'univers observable, ce n'est pas 13,8 milliards d'années, mais à cause de l'expansion de l'univers, c'est 47 milliards d'années. C'est-à-dire, la lumière est partie quand la galaxie est à 13,8 milliards d'années. D'années-lumière de distance. Mais depuis, vous voyez, l'expansion de l'univers l'a fait s'éloigner, donc elle a 47 milliards d'années-lumière maintenant, et donc le rayon de l'univers observable, c'est 47 milliards d'années-lumière. Et il y a donc, je vous ai dit, quelques 200-300 milliards de galaxies dans cet univers observable. Donc ça, c'est le puzzle. Le Big Bang résout le puzzle de la ligne noire, en fait. Et la loi de Hubble aussi nous permet aussi de trouver les distances des galaxies. Donc, puisque la vitesse est proportionnelle à la distance, vous voyez. Si, par exemple, une vitesse s'éloigne à 6600 km par seconde, sa distance est 300 millions d'années-lumière. Si elle s'éloigne à 22 000 km, donc qui est 3,3 fois plus vite, bon, elle sera 3,3 fois plus éloignée. Donc on sait maintenant, juste à cause de la loi de Hubble, où sont les galaxies les plus lointaines, juste en mesurant leur vitesse. Parce que les deux sont proportionnels. Voilà. Donc, de nouveau, j'insiste que le centre est partout, donc l'univers n'a pas de centre. Vous voyez, je vous ai dit, j'aime beaucoup ce vitrail parce que justement, il n'a pas de centre. Supposons que les anges représentent les galaxies. J'ai seulement 5 minutes qui restent. Donc, vous voyez, si vous prenez ça comme centre, toutes ces galaxies s'éloignent de ce centre.
Mais si vous prenez une autre galaxie se centre, là aussi, toutes ces galaxies se centrent. Si vous êtes sur Andromède, vous verrez toutes les galaxies s'éloigner de nous. Comme nous sommes dans la Voie lactée, vous voyez toutes les galaxies s'éloignent de nous. Tous s'éloignent les uns des autres, il n'y a pas de centre, donc il ne faut pas demander où est arrivé le Big Bang. Donc il faut que je me presse un petit peu là. Vous voyez, Michel Conchamp a bien dit que c'était un challenge de raconter l'histoire de 13,8 milliards d'années en 1 heure, hein, en 45 minutes, même pas 1 heure. Voilà, donc, vous voyez, je commence l'histoire pas au temps 0, mais au temps 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, c'est quand même un temps très, 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 très petit. C'est-à-dire, si vous extrapolez les lois physiques que nous connaissons maintenant vers le temps 0, la physique perd pied à 10 puissance moins 43 secondes. Il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est-à-dire, à ce moment-là, la physique connue perd pied. Elle n'a plus lieu. Et en fait, il faut à ce moment-là, vous voyez, unifier les deux théories qui sont les bases de la cosmologie contemporaine, qui sont la relativité. La relativité décrit l'infiniment grand. Et donc, en fait, c'est le domaine de la gravité. Et donc, c'est une théorie de gravité. Hein. Et pour Einstein, l'espace dans la relativité est un espace lisse et courbé par la matière. Mais si vous allez aux dimensions des milliards de fois plus petites qu'un atome, tout se décompose. Il y a ce qu'on appelle des fluctuations quantiques de l'espace. Et ça, c'est complètement opposé à la description lisse de l'espace que la relativité nous donne. Donc, il y a vraiment un problème, les deux sont incompatibles, vous voyez. Et surtout quand vous êtes à des dimensions comme au début du Big Bang, où la dimension de l'univers est très très petite. Donc, il faut pour franchir ce mur de Planck, il faut vraiment trouver une théorie de la gravité quantique, unifier les deux théories, et pour l'instant, on n'arrive pas encore. Il y a bien des théories, mais elles n'ont aucune... comme la théorie des cordes, vous savez que les particules ne sont pas des points, mais des vibrations de cordes infinitésimalement petites. Mais il n'y a aucune preuve de tout ça. En tout cas, c'est un pit rempli d'énergie, E égale mc2, l'énergie égale à la matière, donc cette énergie va se convertir en matière, vous voyez, quark, électron, photon. Quark et électron pour la matière, et donc les quarks vont s'assembler 3 par 3 pour former des neutrons et des protons. Et puis, vous voyez, les noyaux d'atomes, après 5 minutes, se forment. Et ça, il n'y a que l'hydrogène, il y a 2 éléments qui se forment seulement. L'univers s'est dilué si vite que l'univers n'a pas le temps de produire d'autres éléments lourds. Il n'y a que l'hydrogène et l'hélium pendant les 5 premières minutes. Et donc, après, l'univers devient transparent à l'an 380 000. Il y a ce qu'on appelle un rayonnement fossile, un rayonnement qui était là déjà au début, mais à cause de parce que l'univers était opaque avant l'an 380 000, il y avait plein d'électrons, les photons ne pouvaient pas se propager, et donc l'univers était opaque. C'est seulement en l'an 380 000, l'univers s'est assez refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux d'atomes pour former des atomes d'hydrogène et d'hélium. Et maintenant, les électrons étant empoisonnés dans les atomes, la voie est libre pour les photons, et donc il y a un rayonnement qui se produit, et donc ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Et vous voyez, ça c'est prédit dans la théorie, qu'il y a de l'hydrogène et de l'hélium, et puis qu'il doit avoir un rayonnement fossile qui est émis vers l'an 380 000. Et ça, c'est prédit par le Big Bang. Et l'univers semble montrer ses propriétés. C'est ça qui est extraordinaire. Donc,
voilà, c'est ce que je vous ai dit déjà en résumé. La physique per pied, au temps de Planck, 10 moins 43 secondes, donc il faut une théorie de gravité quantique. L'univers se dilue, se refroidit. À 5 minutes, il y a des noyaux d'hydrogène et d'hélium. 75%, environ 3/4 de la masse en hydrogène et 25% en hélium. Et puis, voilà. Et puis, naissance du rayonnement fossile en l'an 380 000. Alors, pourquoi la théorie du Big Bang est-elle la meilleure sur le marché? Pourquoi la majorité des astrophysiciens y souscrivent? J'espère que je vous ai convaincu que d'où vient le raisonnement du Big Bang, l'âge, l'univers, tout ça. Hein? Ça c'est la loi de Hubble, qu'elle a une forme linéaire. Maintenant, il y a d'autres observations qui viennent supporter cette théorie du Big Bang. Alors, il y a d'abord la concordance des âges. Vous voyez, je vous ai dit que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Et vous savez bien qu'au XVIe et XVIIe siècle, Kepler et Newton pensaient que l'âge de la Bible était correct, que 6000 ans. Vous voyez, et il y a encore des créationnistes qui croient aujourd'hui, qui croient littéralement à ce que la Bible dit, et croient vraiment que l'univers n'a que 6000 ans d'âge. Et c'est complètement faux, vous voyez. J'espère les évidences astronomiques. Darwin, par l'évolution des espèces aussi, a besoin de milliards d'années pour expliquer sa théorie de l'évolution. Et puis il y a les strates géologiques de la Terre, enfin, tout ça, ça donne des milliards d'années. Donc vous voyez, ça va dans le bon sens de 13,8 milliards d'années. Et puis il y a la concordance avec les âges obtenus avec d'autres sabliers cosmiques. Il y a d'autres sabliers pour mesurer l'âge de l'univers. L'âge des plus vieilles étoiles, par exemple. Bien sûr, elle doit être inférieure à 13,8. Ce sera bien embarrassant si l'univers est plus jeune que les objets qu'elle contient. Et au début, il y avait un problème parce que, bon, à cause des erreurs dans les mesures, etc., de distance, de la constante de Hubble, les premiers cosmologues obtenaient un âge de l'univers seulement 2 milliards d'années. Et on sait déjà que les âges les plus vieilles étoiles, c'est plus que 10 milliards d'années. Donc, c'est impossible. Il y a un problème là. Vous voyez que l'univers ne peut pas être plus jeune que son contenu. Et donc, l'âge de l'univers des plus vieilles, c'est 13 milliards d'années. L'âge des radioactifs aussi, l'uranium, le thorium, tout ça donne un âge pour la Voie lactée de l'ordre de 12 milliards d'années. Vous voyez, tout ça, c'est cohérent. C'est aussi un argument de cohérence pour pourquoi les astrophysiciens croient à la théorie du Big Bang. Parce que s'il y avait des problèmes dans tout ça, on jetterait la théorie à la poubelle tout de suite. Je vous ai déjà dit que dans les 5 premières minutes, 75% de la masse de l'hydrogène, 25% de la masse de l'univers, et ça c'est produit par, bon, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, hein, par le rapport entre le proton et le neutron pendant ces 5 premières minutes de l'univers. Et le rayonnement fossile, vous voyez, produit par le Big Bang, mais découvert par hasard par 2 ingénieurs de la belle téléphone-là. Ils avaient ce télescope pour communiquer avec les satellites de communication, mais ils ont découvert un rayonnement fossile qui ne comprenait pas l'existence, et finalement, ils se sont rendus compte que c'est vraiment le rayonnement fossile qui reste du moment de la création. Et bien sûr, ils ont reçu le prix Nobel de physique pour ça, parce que maintenant, ce rayonnement fossile, c'est la plus vieille image, je vous ai dit, hein, parce que c'est à partir de ça seulement que l'univers devient transparent. C'est la plus vieille image qu'on peut obtenir de l'univers, et cette image, c'est celle-ci, vous voyez, par le satellite Planck lancé par l'ESA. Et vous voyez, ce n'est pas tout à fait uniforme, hein, parce que les couleurs il y a des zones bleues et des zones rouges, mais ces fluctuations de température sont très très petites, de l'ordre de 100 millièmes de degrés Kelvin. Et ça, heureusement pour nous, parce que si on a découvert quelque chose de complètement uniforme, on ne pourra pas comprendre notre existence. Sans structure,
il n'y aura pas de planètes, il n'y aura pas d'étoiles, de galaxies, de planètes, et donc pas de vie possible. Et donc, les astrophysiciens étaient très, très, très heureux d'avoir ce rayonnement fossile. Donc, voilà, vous voyez, moi je dirais, le rayonnement fossile dit que et la température de ce rayonnement fossile concorde exactement avec la théorie, c'est-à-dire l'univers depuis l'an 380 000 s'est agrandi d'un facteur de 1000 et donc il doit être refroidi d'un facteur de 1000 et c'est exactement ce qui s'est passé. L'an 350 000 est l'ordre de 3000 Kelvin et maintenant c'est de l'ordre de 3 Kelvin. C'est la température que vous détectez dans l'espace entre les galaxies. Et donc, moi je dirais que c'est le rayonnement fossile qui constitue l'écueil principal pour toutes les théories rivales du Big Bang, comme la théorie de l'état stationnaire de Fred Hoyle. Fred Hoyle pense que l'univers est en général le même. En fait, un peu le système, l'univers éternel d'Aristote, vous voyez, mais mis à la sauce moderne. Mais il n'a aucun moyen dans ces modèles d'univers de produire quelque chose, un rayonnement fossile qui soit compatible avec ce qui est observé maintenant. Donc, c'est ça qui constitue l'école principale. C'est pourquoi tous les astronomes, presque tous, 99,9% des astronomes adoptent la théorie du Big Bang. Donc, mais tout n'est pas bien dans le meilleur des mondes, bien sûr. Tout n'est pas résolu. C'est-à-dire, il y a deux grands problèmes. Je vous ai déjà mentionné un des grands problèmes, c'est que la relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles dans les conditions du Big Bang. Il faut trouver une théorie de gravité quantique aux théories de tout. Mais l'autre problème, c'est que nous ne connaissons pas 95% du contenu de l'univers. Vous voyez, malgré tout ce que nous savons, voilà, il y a tout ce que j'ai décrit, les galaxies lumineuses, c'est seulement 0,5%. Il y a la matière noire qu'on sait ordinaire, c'est-à-dire faite de protons, de neutrons et d'électrons, mais 27% de matière noire exotique qui ne sont pas faites de protons, de neutrons et d'électrons. Donc on ne connaît aucunement la nature et 68% d'énergie noire qui est responsable de l'accélération et l'expansion de l'univers. Donc on ne connaît aucunement la nature non plus. Donc vous voyez, ça fait 68% plus 27%, ça fait 95% du contenu de l'univers qu'on ne connaît pas. Donc il y a un problème quand même avec le Big Bang, n'est-ce pas? Il faut résoudre tous ces problèmes pour être sûr d'avoir une théorie qui est fiable. Mais moi je dirais, pour conclure, le Big Bang n'est plus qu'un mythe maintenant, parce qu'il y avait des compétiteurs, Hans Alfvén par exemple, pensaient que l'univers était fait de matière et d'antimatière, ce qui n'est pas du tout vrai, parce qu'on observe très peu d'antimatière dans l'univers. Donc lui, il classifie le Big Bang comme un mythe. Vous voyez. Le Big Bang est un mythe qui mérite une place d'honneur dans un zoo. Il contiendrait déjà le mythe hindou de l'univers cyclique, l'œuf cosmique chinois, le mythe biblique de la création en 6 jours, le mythe cosmologique de Ptolémée et bien d'autres. Pour moi, je fais la contrepartie. C'est quelque chose, je prends une conclusion que j'ai écrite dans la Mélodie secrète. Il ne fait plus aucun doute que la théorie du Big Bang n'est plus qu'un mythe. Elle a acquis le titre de noblesse d'une science. C'est une théorie dotée d'une santé rigoureuse qui a résisté jusqu'ici à bien des attaques et qui donne jusqu'à nouvel ordre la meilleure description de l'univers. Si un jour, le Big Bang devrait être supplanté par une cosmologie plus sophistiquée, et je dis que c'est probable parce qu'on n'a pas réussi à unifier la relativité avec la mécanique quantique, celle-ci devrait incorporer tous les acquis du Big Bang. Voilà, je terminerai avec ça. Merci. Merci beaucoup, Tuan. Nous allons prendre 10 minutes de pause pour respirer, mais auparavant, une information. Dans exactement 6,10 puissance 5 secondes,
c'est-à-dire dans une semaine, eh bien, le prochain cours, ben je traduis pour que les scientifiques puissent comprendre de quoi on parle. Eh bien, dans 6,6 fois 10 puissance 5 secondes, la prochaine leçon qui sera donnée par Francesco Pepe aura lieu à Unimail. C'est dans l'auditoire que nous connaissons déjà, au rez-de-chaussée d'Unimail. Si vous entrez dans le bâtiment d'Unimail par le côté temple de plein palais, ce sera sur votre gauche. Si vous entrez de l'autre côté, ce sera sur votre droite, mais vous avez compris. Eh bien, Francesco Pepe donnera une leçon intitulée « Révolution technique ou révolution de pensée entre construction, imagination et observation » et nous serons tous sur la spectroscopie. Voilà, j'ai déjà pris 1 minute de la pause en vous disant cela. Rendez-vous dans 9 minutes pour intervenir, poser quelques questions à Toine, et je me permettrai d'ouvrir les feux. Chers amis, je propose donc que nous reprenions notre travail, et puis que nous profitions de la présence de Trinh Nguyen Tuan pour lui poser quelques questions. J'aimerais en soumettre quelques-unes. Alors évidemment, dans mon ignorance fondamentale, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de critiquer les théories du Big Bang, mais je me pose néanmoins une question de méthode. Alors permettez-moi de la formuler de façon un tout petit peu provocative. Sur le tableau qui est dans mon dos, vous lisez cette position de Tuan, la théorie du Big Bang est plus qu'un mythe. Bien, et nous avons entendu votre démonstration tout à l'heure. Mais dans cette démonstration précisément, vous avez dit, et c'est une phrase que j'ai notée entre guillemets, « Les astrophysiciens croient à la théorie du Big Bang ». Et c'est là que pour moi se pose la question. Jusqu'où est-on dans le domaine du croire et à partir de quand est-on dans le domaine du savoir? Et on pourrait poser la question à l'inverse. Jusqu'où est-ce qu'on sait quelque chose et à partir de quand est-ce qu'on croit? Alors, je sais bien, ou je le crois, que c'est une question très difficile parce que si on me demande si je sais ou si je crois que la Terre est plate, ben, je suis un petit peu embarrassé pour répondre. Mais vous avez consacré toute votre vie à faire de la physique, tout en disant aussi que toute votre vie, vous avez été habité par des questions de métaphysique. Alors on peut parler de philosophie, on peut parler de religion, mais dans tous les cas, on n'est pas, même si l'on est face au même problème, dans la même méthode. Et j'aimerais bien comprendre comment un physicien parvient à poser la question de ce qui sépare dans son approche du monde le questionnement physique et le questionnement métaphysique. Savoir quel est le critère qui permet de distinguer entre ce qui fait l'objet de votre étude physique et que vous pouvez présenter à un congrès d'astrophysiciens et ce qui relève de ce qu'intimement vous croyez. Quand vous avez écrit Le Lotus et le Cosmos, eh bien, vous vous êtes livré, vous avez exprimé votre... Alors, je ne sais pas s'il faut parler de foi, mais de ce que vous croyez profondément de la construction de l'univers. Quels instruments est-ce que nous avons, nous les humains, pour faire la différence, pour faire le départ entre le domaine de la réflexion scientifique et celui de la réflexion métaphysique, sachant que ce sont souvent les mêmes personnes qui mènent ces deux réflexions, mais avec néanmoins des méthodes qui sont sans doute différentes et probablement devant des publics qui sont différents. Est-ce que, sur cette question de méthode, de distinction entre ce qui relève du croire et ce qui relève du savoir, vous pourriez nous éclairer? Merci Michel. Profonde question. Je vais vous dire ce que je fais, moi. Je ne prétends pas à l'universalité et beaucoup de mes collègues scientifiques, en fait, ont peut-être une certaine réticence à parler des deux en même temps, en fait. Peut-être ils font leur travail pendant la semaine, mais s'ils vont à l'église le dimanche, ils n'en parlent pas ou ne leur vient pas l'idée
de mélanger les deux. Et loin de moi de faire du concordisme de nouveau. Hein. Je pense que la science a ses propres méthodes rigoureuses et on ne doit pas utiliser les résultats de la science pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Par exemple, moi, je pense que je ne verrai jamais Dieu au bout de ma lorgnette, par exemple, ou je peux démontrer l'existence de Dieu par un théorème mathématique. Je pense que bon, les deux approches sont totalement différentes. Et pour moi, quand je suis un scientifique, bon, je suis bouddhiste comme vous avez pu le deviner, et les bases philosophiques du bouddhisme n'affectent pas directement mes réflexions sur, par exemple, la formation et l'évolution des galaxies. Vous voyez, par exemple, le bouddhisme, les piliers sont quoi? Sont l'interdépendance et l'impermanence, qui se voit d'ailleurs beaucoup dans des expériences physiques, mais pas directement comme l'interdépendance. On voit des particules qui sont dites intriquées, qui interagissent, et même si on les sépare jusqu'à Andromède, vous voyez, par exemple, ils semblent se souvenir qu'ils ont été en interaction. Donc, c'est un exemple suprême d'interdépendance. Mais bon, ça n'affecte pas directement mes recherches astrophysiques. Là, dans ce domaine, j'applique tous les domaines scientifiques. Je fais des observations, je fais une théorie, une modélisation pour essayer d'expliquer ces observations. Et si elles ne concordent pas, il faut modifier la théorie et la jeter à la poubelle. Mais les considérations métaphysiques n'entrent pas en compte directement dans ce que je fais dans la scientifique. Mais d'un autre côté, je dirais que le scientifique est un être humain qui a besoin non seulement de science, mais aussi de spiritualité, mais aussi d'autres fenêtres pour regarder le réel. Le réel est beaucoup plus riche si on le regarde de manière différente. Je considère par exemple qu'un tableau de Monet sur les nymphéas m'apprend aussi bien sur la lumière, la nature de la lumière, qu'un traité de physique sur la lumière. Vous voyez. Mais il ne faut pas mélanger les deux, c'est tout. Ce sont des visions différentes du monde qui rendent le monde plus riche, et loin de moi de faire du concordisme. Voilà. Mais alors, Toine, si l'on vous comprend bien, vous ne seriez pas du tout d'accord avec votre collègue Stephen Hawking quand il a écrit, c'était dans son livre sur le design, que la philosophie est morte, faute d'avoir saisi les derniers apports de la science, comme si pour lui, les philosophes d'aujourd'hui étaient les physiciens. Et d'une certaine façon, un physicien tel que vous l'êtes fait bien de la philosophie. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que les autres qui ne font pas de physique n'ont pas accès à la véritable philosophie. Non, venez là. Non, je ne suis pas aussi extrême que Stephen Hawking. Mais moi, je répète ma position, c'est que la fenêtre de la philosophie m'enseigne sur la richesse du réel, de la réalité, autant que la fenêtre de la science. C'est-à-dire, je pense que Hawking est peut-être un peu trop arrogant du point de vue scientifique. Il pense que la science, bien sûr, a des méthodes rigoureuses, répétables, etc., faites par des investigateurs différents, utilisant des engins différents, des télescopes différents. Elle a donc des méthodes rigoureuses et donc ses résultats sont dignes de confiance, disons. Mais je ne dirais pas que les gens qui n'ont pas accès à ça, comme Monet par exemple, quand il peint ses nymphéas, nous apprennent rien sur la nature.
ce sera trop arrogant de dire que seule la science a la vérité. Merci pour ces mots profonds. J'aimerais poser une dernière question, mais là, elle est gigantesque. Vous avez plusieurs fois évoqué le mur de Planck, à 10 puissance moins 43 secondes. Ça ne fait pas beaucoup. Mais, et vous en parlez dans la plénitude du vide en particulier. Est-ce que cette loi, est-ce qu'il faut parler d'une loi à propos de ce mur de Planck qui fait que la physique telle qu'on la connaît se dit incapable de comprendre quoi que ce soit en amont de ce premier milliardième de seconde, et c'est encore moins qu'en milliardième de milliardième, est-ce que c'est une façon, après tout, pour les scientifiques de dire nous reconnaissons notre incompétence au-delà de ce domaine? Alors, il y a la prétention d'aller très très loin, jusqu'au temps 0 plus 1, 10 puissance moins 43e de seconde, ce qui est tout proche de 0, mais ça n'est pas 0. Est-ce qu'il faut voir cela comme précisément la reconnaissance par le scientifique qu'il est face à quelque chose de totalement insaisissable et probablement insaisissable à jamais? Dans votre livre, vous évoquez, mais très prudemment, quelques hypothèses en disant, après tout, en amont, on n'en sait rien. Peut-être qu'avant ce premier 10 puissance moins 43 milliardième de seconde, eh bien, il y avait déjà un temps infini, mais la question elle-même ne veut rien dire. Donc, est-ce qu'on a là comme une constante, une limite exprimée par les scientifiques qui nous disent « ne nous demandez pas l'impossible ». Non, je pense pas que c'est un mur de la connaissance. C'est-à-dire, je pense que le Graal, quand même, du physicien, c'est de percer ce mur de Planck et d'aller dans des temps inférieurs à 10 puissance moins 43 secondes. Mais pour l'instant, il se trouve démuni de tout. Vous voyez, rien n'a marché. Je citais la théorie des cordes. Bon, ça semble introduire la gravité avec les autres forces fondamentales, mais elle prédit des choses comme 6 dimensions spatiales extra qu'on n'a jamais vues, enroulées sur elle-même tellement petites, 10 puissance moins 33 secondes de nouveau, 33 cm de nouveau. Et donc, pour l'instant, ces tentatives ont toujours été pas fructueuses, en fait. C'est ça le problème. Mais la quête reste. Ce n'est pas un aveu d'impuissance. On dit ce mur de Planck, et comme vous dites, c'est peut-être même pas 0, même peut-être la notion de temps et d'espace derrière le mur de Planck n'ont même plus de sens. Donc il faut vraiment réinventer tout. Il faut un nouvel Einstein en quelque sorte. Regarder le monde avec de nouveaux yeux et trouver cette quête du Graal, ce Graal qu'on ne connaît pas, le Graal de la physique, c'est unifier les 4 forces ensemble. Donc je ne pense pas que c'est un aveu d'impuissance. Pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles idées, je pense. Merci beaucoup. La parole va maintenant nous être donnée, à nous tous qui sommes ici. Anna von Dorp a bien voulu, en l'absence de Pierre Gilloire, qui est retenu par une maladie qui s'appelle le Covid, ou en tout cas il est positif, et a bien voulu s'occuper de la question technique. Anna, peut-être pourriez-vous vous lever pour que l'on vous voie même en contre-jour. Vous tenez un micro que vous allez pouvoir passer à toute personne qui souhaiterait maintenant poser une question. Et alors, Trinh Xuan Tuan sait bien que nous ne sommes pas des astrophysiciens. Donc, nous avons le droit de poser des questions qui ne sont pas celles de prix Nobel en astrophysique. Yves Oltramar. Oui, Tuan, merci d'abord pour ce magistral exposé. Je reconnais qu'il fallait un peu se cramponner pour tout saisir. Écoute, à un moment donné, tu dis que l'univers observable n'est pas de 13,8, mais de 47 milliards.
Alors, je voulais juste te poser la question. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est dû à l'expansion de l'univers. Et alors, si c'est 47 milliards maintenant, est-ce que j'ai raison de dire que dans 1 milliard d'années, ce sera 48 milliards et 49 milliards? Autrement dit, est-ce que c'est un chiffre qui évolue? Oui, c'est une très bonne question. Toutes ces équations... Est-ce que vous pourriez reformuler la question en étant bien devant les micros de façon à ce qu'on la comprenne bien? Oui, d'accord. Oui, c'est une question de Yves Autremar et qui dit que je parle d'un âge de l'univers qui est 13,8 milliards d'années. Mais je dis que la taille de l'univers observable, c'est-à-dire les galaxies dont la lumière a eu le temps de nous parvenir, est 47 milliards d'années-lumière. Et ça, tu l'as dit justement, c'est à cause de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire, la lumière est partie de cette galaxie il y a 13,8 milliards d'années. Cette galaxie est maintenant, à cause de l'expansion de l'univers, 47 années-lumière. Donc, on peut voir jusque-là. Mais tu as tout à fait raison qu'il peut y avoir d'autres galaxies au-delà de cet horizon, ce qu'on appelle un horizon cosmologique, comme le marin voit l'horizon sur l'océan. Horizon cosmologique, il y a d'autres galaxies au-delà, mais la lumière n'a pas eu le temps de parvenir, donc quand nous regardons dans cette direction, le ciel est noir, il n'y a pas de lumière, mais bien qu'il devrait y avoir d'autres galaxies. Donc, ce 47 années-lumière va augmenter en fonction du temps, comme tu l'as justement dit, d'après les équations de la relativité générale d'Einstein. Donc, ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Einstein, sa théorie prédisait tout ça déjà, vous voyez. Et en fait, Einstein, parce qu'elle prédisait un univers en expansion dynamique, Einstein n'y croyait pas lui-même en sa propre théorie. Donc, il a ajouté un terme, ce qu'on appelle constante cosmologique, pour avoir un univers statique, c'est-à-dire immobile. Mais après la découverte en 1929, que je vous ai raconté, que Hubble a fait de l'expansion de l'univers, il a dit que c'est la plus grande faute de sa vie, en fait. Et donc, mais sa théorie elle sous-jacent encore toute la cosmologie contemporaine. Donc, une théorie qui date de 1915. Moi, je suis toujours admiratif devant le génie d'Einstein. La semaine dernière, à propos d'Einstein, on aurait dû vous dire une chose, mais on vous l'a cachée. Et en fait, elle est assez émouvante. Albert Einstein est venu dans la salle où nous sommes aujourd'hui. C'était en 1909. Et vous le savez, Albert Einstein est monté sur cette estrade et il a reçu du recteur d'alors de l'Université de Genève un doctorat honoris causa. À l'époque, il était assez peu connu. C'était un prof de physique qui s'appelait Guille, qui avait attiré l'attention de ses collègues sur les inventions de cet homme qui pouvait être assez intéressant. Et c'est à Genève, dans la salle où nous sommes aujourd'hui, qu'Albert Einstein a reçu le premier de tous les doctorats honoris causa de sa carrière. Ah ben, ça valait la peine de le dire quand même. Hein. Et c'est ici. Alors, une question. Ah ben, c'est Einstein qu'il faut applaudir. Il aurait été ici, on l'aurait applaudi. Eh bien, voilà. Une question, nous vous écoutons. Professeur, la question de savoir pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien travaille, tarabuse les esprits humains depuis toujours. Je suis curieux de savoir comment vous l'intégrez à votre réflexion et à votre travail, ou peut-être comment vous la refoulez de votre travail. Oui, c'est une profonde question qui est attribuée à Leibniz, c'est ça, Gottfried Leibniz. Je ne sais pas, en fait, la question, j'ai réfléchi là-dessus, mais c'est difficile, parce que ce sera beaucoup plus simple d'avoir rien que quelque chose. Mais s'il y a quelque chose, je pense, enfin, ça c'est mon pari, je pense qu'il faut une vie et une conscience intelligente dans l'univers pour apprécier cette beauté et cette harmonie. Donc, un univers tout vide dépourvu de vie et de conscience, pour moi, n'aurait aucun sens. Mais ça, c'est un pari. Hein. Je ne peux pas démontrer tout ça. C'est comme pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Mais c'est une intuition qu'on sent et que je ressens profondément. Et c'est ça, c'est mon travail avec des télescopes, vous voyez, en regardant à travers le télescope et en voyant l'harmonie, la beauté des choses, je me dis quand même que tout ça ne peut pas être l'effet du hasard, c'est tout.
Donc c'est d'où mon postulat d'un principe créateur, hein. Pas d'une personne personnifiée, créatrice, créateur, mais étant bouddhiste, je parle d'un principe créateur qui se manifeste dans les lois physiques même de la nature. Donc c'est une vision panthéiste à la Spinoza et Einstein aussi, de nouveau. Vous avez la parole. Oui, j'avais une question justement par rapport à l'ajustement des constantes physiques que vous défendez comme étant un principe créateur. Est-ce que si on remet en cause un petit peu le fait que des lois physiques ne seraient pas immuables, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas existé depuis tout temps, si on peut dire, est-ce qu'on ne remet pas en cause un petit peu cette frontière limite entre la physique et justement la métaphysique, qui fait que tout physicien finalement est un petit peu croyant dans le fait que ces lois sont là depuis tout temps et qu'on fait de la physique avec ces lois, donc il faut accepter pourquoi ces lois existent depuis la nuit des temps, si on peut dire. Et il y a des théories comme des théories de multivers ou la théorie des cordes qui prédisent justement la possibilité d'avoir un grand nombre d'univers possibles et que parmi ce grand nombre-là, on existe dans un univers qui a permis l'émergence de la vie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question que je pose, mais c'est en tout cas une réflexion que j'ai. J'entends ici la question du fine-tuning, l'ajustement d'un certain nombre de constances. Vous dites qu'elles sont au nombre d'une douzaine, je crois. Mais avant de redonner la parole à Toine, vous rappelez que la question des multivers fera l'objet d'une séance à part entière d'ici quelques semaines. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais c'est dans 2 semaines. Alors, pour les multivers, patientons encore. Qui est la personne qui va parler de multivers? Vous avez c'est Beate. C'est vous qui allez parler du multivers ou des multivers. Bien, Beate Bengart est professeur de théologie à la faculté depuis quelques semaines et nous serons heureux de l'entendre aborder cette question-là dans 2 semaines. Mais sur la question du fine-tuning, vous avez été sollicité. Oui, donc toutes les propriétés de l'univers dépendent d'une quinzaine de constantes physiques et de ses conditions initiales. Donc, si vous changez un tant soit peu une de ces constantes physiques ou cette condition initiale, certains réglages peuvent être très très précis. Par exemple, la densité initiale ou la vitesse d'expansion initiale de l'univers, des choses comme ça. Si vous changez seulement la décimale à 60e place, ça dévie tout. Ça va d'un univers stérile à un univers fertile. Vous voyez, le principe anthropique repose sur le fait que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc, il faut des étoiles massives naissent dans l'univers pour que nous sommes là pour en parler. Sinon, ce sera un univers vide et stérile. Et donc, on ne peut pas recréer le Big Bang, mais les physiciens ont calculé les choses par ordinateur, par des modèles, etc., pour varier un tant soit peu les constantes physiques. Et on s'aperçoit dans la plupart des cas, vous voyez, les étoiles massives ne naissent pas d'étoiles massives, pas d'éléments lourds, pas de vie ni de conscience. L'univers est vide et stérile. Et comme je vous dis, j'ai parié sur un univers qui a un sens, donc, et pour moi, l'univers a un sens seulement s'il a un observateur capable de comprendre l'univers. Sinon, pourquoi créer cette beauté et l'harmonie pour que personne l'apprécie ou qu'une vie à l'état bactérien ne pourra pas apprécier cette organisation. Donc voilà, mais c'est un pari tout ça. Vous savez, ce sont pas le principe anthropique n'est pas démontrable scientifiquement. Les gens qui aiment le hasard, que tout est hasard, qu'il n'y a pas de principe créateur,
font appel à la théorie des multivers, comme vous dites. Mais le multivers, moi, je pense, souffre du défaut qui est le plus grave en science, c'est qu'il n'y a pas de vérification expérimentale maintenant. Donc, c'est difficile à la communauté scientifique d'y croire s'il n'y a aucun test possible. Vous voyez, la théorie de relativité générale d'Einstein était très bizarre, ça défiait le bon sens, mais il nous disait des tests qu'il fallait faire quand le périhélie de Mercure, la déflexion de l'univers, de la lumière, si elle passe près du Soleil par des excursions d'éclipses. Enfin, il y avait des choses qu'on pouvait vérifier. Mais pour l'instant, les théories des multivers ne prédisent rien qui soit vérifiable. Et c'est ça le problème. En science, il n'y a pas de vérification possible. Tout est permis et tout devient métaphysique. Merci. Une autre question, une autre intervention. Madame, ici présente. Bonjour, merci pour cet exposé. Il y a un passage qui m'a intriguée, parce que j'ai mal compris. C'est quand vous avez parlé d'Edgar Allan Poe, qui avait fixé l'âge limite de l'univers, c'est ça? Alors, il faudra parler au micro. Il faudra venir ici. Oui, la question est sur Edgar Allan Poe. Alors, je l'ai mentionné, Edgar Allan Poe, parce que, bon, je suis un grand admirateur de ses œuvres, de ses écrits, mais aussi parce que, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine scientifique, mais qui a trouvé la solution exacte. C'est-à-dire, le fait que le ciel est noir n'est pas à cause, ça relie un peu la question que Yves Trama posait tout à l'heure, n'est pas la cause d'un univers fini, donc un nombre fini d'étoiles. Et donc, il y a certainement toujours des trous noirs, des directions où on ne verra que du noir dans la nuit. Et donc, Edgar Allan Poe a compris que c'était dû plutôt au fait que l'âge de l'univers n'est pas éternel, mais fini. 13,8 milliards d'années, on a déterminé. Je vous ai montré comment déterminer ça, c'est mesurer les distances et les vitesses de chaque galaxie. Et donc, donc la réponse exacte, c'est que l'univers a eu un commencement. C'est pourquoi la nuit est noire. Parce qu'il y a eu un commencement au temps. Donc, les choses qui sont plus lointaines que ça, et il y en a, la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Et donc, la nuit est noire. Voilà. Et Edgar Allan Poe, bien qu'il ne connaissait pas, je pense, la théorie du Big Bang, mais il a trouvé l'explication exacte. Un commencement à l'univers. Merci. Une question, une intervention? Monsieur. Merci. Tout d'abord, merci pour votre exposé. J'ai une question qui concerne la vie sur d'autres planètes, qui est une question très fondamentale pour les chercheurs d'exoplanètes. Et à la limite, on s'en fout, en fait. Parce que, de toute manière, non, il faut lire le monde d'ailleurs. Le prouver, quoi. On ne pourra jamais le prouver qu'il y a de la vie ailleurs. Parce que les distances sont trop là et on n'a que des preuves indirectes. On ne pourra jamais faire un échantillon d'un prélèvement de sol sur une étoile lointaine. C'est simplement hors de portée. Alors, bon, quelle est l'importance pour nous, en fait, pour la physique, de savoir qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une vie ailleurs? Moi, je pense que c'est très important parce que, vous voyez, jusqu'ici, l'astrophysique a toujours prouvé correct le principe copernicien, c'est-à-dire la Terre n'est pas spéciale.
Donc la Terre n'est pas au centre du système solaire, le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée n'est pas au centre de l'univers, etc., etc. Et donc, le fait que dire que nous sommes les seuls à peupler l'univers sur une planète, et on sait que notre planète n'est pas la seule, on sait maintenant à cause des travaux de Michel Mayer et de Didier Queloz en particulier, et tous les autres qui travaillent sur l'exoplanète, qu'il existe plus de planètes que d'étoiles dans la galaxie. Je vous ai dit, il y a 200 milliards peut-être d'étoiles comme le Soleil dans la Voie lactée. Il y a peut-être des centaines de milliards de planètes aussi. Et on sait qu'il y a au moins une centaine de milliards de planètes habitables, c'est-à-dire dans la zone où l'eau peut être liquide, ni pas trop proche de l'étoile où l'eau serait en vapeur, et ni trop froid, l'eau sera en glace. Donc, moi, je pense que, bon, d'abord, je pense, et puis, moi, je trouve, donc c'est anti-copernicien, et puis, oui, et pourquoi, et moi, je pense qu'on peut accumuler des évidences de vie. Alors, je ne sais pas si on pourra vraiment communiquer avec eux, parce que les distances, comme vous le savez bien, sont astronomiques, justement. Donc, on ne peut pas, dans notre vie d'humain, pour aller facilement jusqu'à la prochaine étoile. Vous savez, la prochaine étoile, c'est Proxima du Centaure, c'est 4,3 années-lumière. Et on a découvert qu'il y a des exoplanètes autour de Proxima du Centaure aussi. Alors, est-ce qu'il y a la vie? On ne sait pas. Mais on peut faire de la spectroscopie, faire des spectres des atmosphères des planètes pour voir s'il y a ce qu'on appelle des biomarqueurs, des éléments qui sont indicateurs de la vie, comme l'eau. L'eau, nous sommes la seule forme de vie. Le problème, c'est que, bien sûr, le raisonnement sur la vie dans l'univers est toujours un peu anthropomorphique, parce que nous sommes la seule forme de vie que nous connaissons. Donc, c'est pourquoi, une deuxième raison pour laquelle j'aimerais, c'est une autre forme de vie pour l'étudier aussi. Et puis, et moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'univers est biocentrique, c'est-à-dire qu'elle tend vers la vie et la conscience. Parce que pour moi, de nouveau, un univers qui est complètement stérile et vide n'a aucun sens. Pourquoi créer cette beauté, cette harmonie s'il n'y a personne pour l'apprécier? Bon, c'est la question que je me pose. Mais, et donc, on peut cerner le problème de la vie dans d'autres planètes avec les techniques qu'on a. Et surtout avec, vous savez, il y aura un successeur de Hubble qui sera lancé en décembre. Donc, à peine un mois, je croise mes doigts que tout se passe bien, parce que ce sera de nouveau autant révolutionnaire que Hubble a changé notre vision du monde. Et donc, elle va prendre des spectres pour voir l'atmosphère de ces exoplanètes, même peut-être photographier en direct ces exoplanètes. Et qui sait, peut-être un jour, il y aura... Nous avons depuis les années 60, écouté les signaux, voir s'il y a des signaux radio, d'autres signaux extraterrestres. Jusqu'ici, E.T. a été complètement silencieux. Donc, c'est un puzzle quand même, parce que même si nous ne communiquons pas, et s'il y a vraiment beaucoup de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée, comme le nombre d'exoplanètes semble indiquer, on devrait intercepter quand même des emails intergalactiques ou des choses comme ça, mais on ne sait pas, on voit pas, on ne sait pas, parce qu'il y aura certainement un club où les gens conversent. Enfin, de nouveau, c'est très anthropomorphique, hein, donc je ne sais pas. Nous sommes la seule forme de vie, de conscience, de connaissance. Donc c'est pourquoi ce sera tellement intéressant de voir d'autres formes de vie, même s'il n'est pas conscient. Donc je croise les doigts pour que Mars, parce que Persévérance vient d'atterrir sur Mars en février de cette année, pour justement rechercher des microbes datant il y a 3 ou 4 milliards d'années, parce qu'on sait pour sûr qu'il y a
3-4 milliards d'années, il y avait de l'eau courante sur la surface de Mars. Voilà, donc je pense que la situation est beaucoup plus propice que vous le pensez. Je dirais, oui. Merci, nous arrivons au terme de notre séance. Me reste 3 choses à dire. D'abord, en votre nom, remercier Trinh Xuan Tuan pour cette leçon. Deuxièmement, vous rappeler que la semaine prochaine, nous sommes avec le professeur Francesco Pepe à Unimail, révolution technique ou révolution de pensée, entre construction, imagination et observation. Dans 2 semaines, avec Camille Bonvin et Beate Bengart comme répondantes, univers ou multivers. Et puis, nous aurons le plaisir d'entendre à nouveau Trinh Xuan Tuan le 2 décembre pour une leçon intitulée « La place de l'être humain dans l'univers » et nous voyons que nous pourrons revenir sur un certain nombre de problématiques qui viennent d'être soulevées dans les questions avec une dernière séance le 9 décembre, conséquences philosophiques et théologiques, Christophe Chalamet et Guylain Waterloo de la faculté de théologie. Et puis la troisième chose, c'est que pour approfondir ce que nous avons entendu, eh bien, vous l'avez vu, nous avons de la littérature à disposition, que ce soit ce dernier livre, Monde d'ailleurs, ou alors Plénitude de vie. Et puis, pour approfondir aussi cela, peut-être que nous profiterons d'un moment de répit, soit pour aller au musée Marmottan, soit pour regarder dans un livre ou sur Internet quelques reproductions des Nymphéas de Monet, et nous penserons à vous avec reconnaissance. Merci, Tuan, pour cette belle leçon.